Pour le chef suprême des armées, cette cérémonie traduit la volonté des autorités d'avoir une armée à hauteur des défis actuels. Suivant le cérémonial militaire avec la synthèse de l'intervention du président de la transition avec nos envoyés spéciaux à Koulikoro, Sira Bachili, Siriki Balo et Aboubakar Traoré. La cadence d'une armée qui se fortifie face au terrorisme. Au pied du Nianankoulo arrive un ancien des lieux, aujourd'hui chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, pour la consécration de 343 nouveaux officiers, ses petits-fils en termes militaires. Le cérémonial est typiquement militaire et il démarre avec cette notification de la présence de la République du Mali. Le chef de l'État installé, la 47e promotion forte de 9 pays, signe son entrée avec le cycle spécial 2024-2025 de l'école militaire interarmes de Koulikoro Emia dans une allure martiale. Des regards expressifs, chaque détail est un message d'engagement et de respect des valeurs de l'officier. Le mot d'accueil du commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi précède la mise en place de la promotion au centre de la place d'armes. Le nom de la promotion est rendu public et officiel par le chef d'état-major général des armées. La 47e promotion est baptisée Promotion Pangassi Sangaré de l'EMIA. Après 2 ans de formation, les 343 officiers reçoivent des mains de leurs parrains les sabres de commandement et les épaulettes. Ici, tout est expressif. La prise des sabres ouvre la voie au commandement à travers une arme prestigieuse et la remise des épaulettes marque la fin de la vie d'élève officier d'active. Commence donc une vie d'officier qui appelle à assumer des responsabilités. Parmi ces officiers, celui qui s'est fait distinguer par son assiduité et la maîtrise des activités académiques et extrascolaires est le sous-lieutenant Idrissa Thiama du Mali, major de la promotion avec une moyenne de 16,6 sur 20. Il a été présenté au président de la transition avant la prestation de serment de la promotion. Prêtez serment. Un acte par lequel les officiers se mettent au service de la nation et s'engagent pour le succès des armes au prix de leur vie. Les nouveaux officiers exécutent par la suite la figure symbolique, une démonstration qui met en lumière l'unité nationale et les valeurs fondamentales de l'officier. La chanson de la promotion est dédiée à l'armée. La bravoure est un impératif dans un environnement géopolitique imposant la situation d'insécurité. Il faut donc répondre avec efficacité et la capacité à travers des hommes bien formés, une conviction présidentielle. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné une fois de plus l'occasion de célébrer la marche irréversible de notre armée et qui est un symbole de souveraineté. C'est aussi avec un immense plaisir en présidant cette cérémonie qui est devenue désormais une tradition bien ancrée dans la vie des forces armées de défense et de sécurité. La remise des épaulettes aux 343 officiers marque non seulement la fin de leur formation, mais le début de leur carrière dans les forces armées de défense et de sécurité. Et cela s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition qui est de disposer une armée à la hauteur des menaces qui caractérisent notre environnement national et international. Je voudrais remercier le peuple malien et saluer surtout la résilience du peuple malien qui a très vite compris depuis le début de la transition de soutenir les orientations des autorités de la transition et qui est de refonder notre outil de défense. Et le président Goïta de poursuivre que défendre la souveraineté et la maintenir se réalise avec une armée digne de ce nom, répondant aux exigences des défis actuels liés à la lutte contre le terrorisme. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Et cela passe forcément par les ressources humaines, c'est-à-dire bien recruter, avoir une formation adaptée et assurer le bien-être non seulement du soldat et de sa famille,
et améliorer les conditions de vie et de travail. Et cela passe forcément aussi par les équipements des forces armées et de défense à la hauteur de la menace et surtout la mission. Donc c'est la combinaison de ces différents éléments qui détermine non seulement la capacité, la puissance et la montée en puissance d'une armée. Et quand nous regardons aujourd'hui l'environnement géopolitique, les tensions des groupes armés terroristes auxquels notre pays fait face, et cela exige de nous non seulement de s'adapter de façon permanente, aussi de construire un outil de défense robuste et professionnel, capable de se déployer, de se projeter en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances, pour la défense opérationnelle du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens, mais surtout de défendre tout ce qui est non seulement la souveraineté économique, comme vous le savez aujourd'hui, avec le changement des objectifs des cibles des groupes armés terroristes, en fonction des orientations de leurs sponsors étrangers, nous devons non seulement nous adapter et surtout construire une armée digne de ce nom, capable d'assurer la défense de la patrie. Servir la nation avec dignité et dévouement, le président de la transition invite les nouveaux officiers à être des relais de leurs parrains en matière de défense de la patrie, lui qui a gravi tous les échelons. Général d'armée Assimi Goïta. Aux officiers de la promotion fait général de brigade Pangaché Sangaré, je voudrais d'abord les féliciter, les encourager en ayant comme parrain fait général de brigade Pangaché Sangaré, qui a été un modèle, une référence dans notre armée. Et il a gravé tous les échelons, du nouveau chef de peloton jusqu'au chef général des armées, chose rare dans notre armée. Donc ils sont désormais appelés non seulement à ne pas démériter, à faire preuve de leadership, d'engagement et surtout de professionnalisme. Ils doivent désormais retenir que la puissance d'une armée ne vaut que par la valeur des hommes et des femmes qui la composent. Donc désormais, ils sont appelés non seulement à se former davantage et surtout à prendre soin de leurs subordonnés sans lesquels aucune réussite ne sera possible. Donc je voudrais leur demander que face à la complicité et à la menace terroriste, ils doivent avoir un esprit de sacrifice, un engagement constant et surtout une détermination et une dignité face à l'adversité. À la nation Mali, la 47e promotion Pangassi Sangaré de l'EMIA promet sa pierre au chantier de la refondation avec un engagement constant pour la sécurisation du territoire. Oui, l'homme qui donne son nom à la nouvelle promotion militaire baptisée hier est un militaire intègre, charismatique, de réputation. Avec plusieurs distinctions à son actif, il a gravi bien des grades et des postes de responsabilité militaire, comme le dépeint Sorish Ibrahima Keïta dans ce portrait. Ancré et dur comme un roc. Voilà un genre de militaire tel que souhaite forger une nation digne et fière comme le Mali. 7 grades gravis, 9 distinctions décrochées, 15 postes de responsabilité militaires occupés, partie visible d'un iceberg nommé Pangassi Sangaré. Le feu général de brigade aujourd'hui canonisé, militairement s'entend, inscrit autrement son nom dans les annales des forces armées de son pays, puisque parrain d'une promotion des siens, donc une reconnaissance de ses pairs, seule souveraine en matière de jugement. Né le 11 juin 1947 à Kati, du capitaine Ali et de Nessene Denou, il est incorporé, engagé militaire le 3 novembre 1969. Il passe 2 ans à l'école militaire préparatoire de Saint-Louis, 1959-1961. Puis entre à l'école préparatoire régionale de Banankoro, 1963-67. Suivent alors les étapes de l'école normale secondaire, 1967-1969 et de l'école militaire interarmes 1969-72. Entre 73 et 92, il effectuera d'autres formations à Koulikoro et en France notamment. C'est fort de ses qualités et compétences qu'il occupera des fonctions comme
chef d'état-major général des armées de 1999 à 2002, après en avoir été adjoint pendant 5 ans. Déjà entre 1992 et 1994, il était chef d'état-major de l'armée de terre. Inspecteur permanent à l'école militaire interarmes, il enchaîne chef du détachement de chars de Koulikoro, adjoint au commandant d'escadron de chars de Kati, commandant d'escadron mixte de Gao, commandant d'escadron de chars de Kati, commandant du groupement blindé mixte opérationnel, directeur du Britannique militaire de Kati, officier d'état-major de la zone de défense numéro 1 de Gao, commandant de la zone de défense numéro 2 de Ségou ou encore commandant de l'opération Faso 94-95. Sous-lieutenant au starting block en 1972, il devient lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel et enfin général de brigade en octobre 2010. Des mérites reconnus de façon séquentielle, il est grand officier de l'Ordre national du Mali en 2018. Un clap d'honneur donné depuis 1985 où il a la médaille commémorative de campagne, puis la médaille de mérite militaire, chevalier de l'Ordre national du Mali, médaille de la Croix de la valeur militaire en 1998, médaille commémorative de la MISAP, officier de l'Ordre national du Burkina Faso en 2000, officier de l'Ordre national du Mali en 2002. Une valeur militaire qui mérite d'être célébrée et magnifiée dans un pays et au moment où l'échelle de bien des valeurs est simplement renversée. AES Actualité. Direction le Burkina Faso, à la foire internationale du livre de Ouagadougou, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a présidé un colloque international sur le thème Livre, identité culturelle et souveraineté nationale. À cette occasion, il a également inauguré un espace littéraire spécialement destiné aux jeunes au sein de la Bibliothèque nationale. On fait le point avec Mamadi Ouedraogo de Radio Burkina. Le colloque international réunit chercheurs, écrivains, éditeurs et autres acteurs littéraires venus d'Afrique et d'Europe. Selon le professeur Vincent Ouattara, président du comité scientifique, l'objectif est de réfléchir au rôle des œuvres écrites dans la construction de la souveraineté culturelle africaine. Objectif général, de réfléchir au rôle stratégique du livre dans la construction des identités et l'affirmation de la souveraineté. Il s'agira d'explorer la manière dont la culture, le livre et l'identité nationale sont interconnectés. Plusieurs thèmes qui se veulent fédérateurs seront discutés à travers 69 communicateurs. Les participants vont aussi revenir sur les 25 ans de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo. Une foire qui, selon le ministre en charge de la culture, Pegnominde Gilbert Ouedraogo, traduit la volonté des peuples africains de réécrire leur propre histoire. La philo a permis à des milliers de lecteurs de se convaincre que la littérature burkinabé et africaine ne constitue pas un supplément d'âme, mais est un noyau central de la pensée universelle. Le livre, aujourd'hui plus que jamais, devient un moyen de résistance culturelle et intellectuelle. C'est notre outil pour déconstruire les récits coloniaux et imposer notre propre récit fondé sur nos réalités et nos valeurs endogènes. La conférence inaugurale a été animée par le professeur Abdul Karim Sanko autour du thème principal « Livre, identité culturelle et souveraineté nationale ». La foire internationale du livre de Ouagadougou se poursuit jusqu'au 30 novembre prochain à la Bibliothèque nationale où un espace littéraire dédié aux enfants a été inauguré. Au Niger, une mission de vulgarisation des nouvelles mesures de l'ordonnance portant création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie était hier dans la capitale du fleuve. Conduite par la présidente du comité de gestion, Bra Reki Yermakoy, elle a eu une séance de travail avec les autorités administratives et coutumières et plusieurs autres acteurs. On fait le point avec Abdoulaye Soumana. Toujours aussi solide que pragmatique, l'infatigable présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie
poursuit son offensive afin de faire connaître davantage cet instrument de souveraineté de notre pays conçu par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Au-delà de la vulgarisation du contenu de l'ordonnance, l'activité nous a permis de mieux expliquer les nouvelles mesures portant sur les ressources alimentant le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Nous étions à 11 mesures dans l'ancienne ordonnance. Aujourd'hui, la nouvelle ordonnance consacre 22 nouvelles mesures qui vont permettre d'élargir l'assiette de mobilisation de ressources. Les réponses appropriées fournies aux questions pertinentes posées par les participants ont permis une meilleure compréhension des objectifs du fonds, des résultats obtenus, mais aussi des nouvelles mesures contenues dans l'ordonnance 2025-35 du 22 octobre 2025. À présent, nous ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale avec moi, Ibrahim Kaokonate. Bonjour. Bonjour, Mohamed Diarra. Au Sénégal, examen réussi pour le Premier ministre Ousmane Sonko qui a présenté hier sa première déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Il a exposé les grandes orientations de son programme, portant notamment sur le développement économique, la création d'emplois pour les jeunes, la gestion durable des ressources naturelles et le renforcement de la souveraineté nationale. Le chef du gouvernement sénégalais a affirmé que la nouvelle manière de faire de la politique consiste à se présenter devant le peuple et à lui dire la vérité. En Guinée-Conakry, c'est parti sur la course contre la montre. Depuis hier, la campagne présidentielle du 28 décembre prochain, les candidats donc tentent de convaincre les électeurs. Eh bien, 9 candidats sont donc en cours pour le fauteuil présidentiel. Le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, est le candidat favori de ce scrutin. Ils ont ainsi un mois pour convaincre les électeurs. L'ouverture de cette campagne est marquée par l'absence de certains poids lourds de la scène politique guinéenne, tels que Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré, entre autres. Oui, Oumarou Ambalo Sissakou Sissoko, donc, sa page est définitivement tournée en Guinée-Bissau. Le nouveau président de la transition, le général Horta Ntam, a nommé un premier ministre du nom d'Ilidio Vierate. Eh bien, l'annonce a été faite hier dans un communiqué officiel. Ancien ministre des Finances sous l'ex-président Oumaro Sissoko Ambalo, Ilidio Vierate conservera d'ailleurs ce portefeuille cumulant désormais les deux fonctions selon le haut commandement militaire. En Tunisie, la Cour d'appel a rendu son verdict concernant le complot contre la sûreté d'État. Plusieurs personnalités ont été arrêtées. Eh bien, la Cour d'appel a rendu son verdict concernant le complot contre la sûreté de l'État. Une quarantaine de personnalités, parmi lesquelles plusieurs figures de l'opposition ont été condamnées entre 5 et 45 ans de prison. Ce procès est qualifié de politique par les Nations Unies ainsi que par plusieurs organisations de défense des droits humains. En Indonésie, le bilan est lourd et même très lourd. Le nouveau bilan donc des inondations est de 200 morts, tandis que plus de 100 personnes sont portées disparues. L'information a été donnée ce samedi par l'Agence de gestion des catastrophes. Le pays ainsi que la Malaisie, le Sri Lanka et la Thaïlande ont été frappés par des fortes inondations qui ont causé des centaines de morts dans la région ces derniers jours. Justement, vous parlez donc du Sri Lanka. Que se passe-t-il là-bas ? Alors, les inondations et glissements de terrain au Sri Lanka provoqués par des pluies torrentielles ont fait au moins 123 morts et des dizaines de milliers de déplacés. L'annonce a été faite ce samedi par le Centre de gestion des catastrophes. Dans un communiqué, l'agence fait également état de 130 disparus. Son directeur général a précisé que des opérations de secours sont en cours, évoquant près de 44 000 déplacés par les intempéries qui frappent le pays depuis une semaine. Merci Ibrahim Kaokonate pour l'actualité internationale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Et oui, sport sur le continent, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC disputent dimanche leur deuxième journée de poule des compétitions interclubs de la CAF. Et puis la deuxième édition du championnat national beach volley se déroule au stade du 26 mars. Le résumé de l'actualité sportive avec Famoul Djourti.
La Fédération malienne de volleyball organise le championnat national de beach volley en dames et messieurs au stade du 26 mars. Modi Kouma, président de la commission nationale de beach volley de la Fédération malienne de volleyball. Cette compétition est vraiment une opportunité pour vulgariser le volleyball en général et le beach volley en particulier dans tout le pays. Pour cette année, nous sommes confiants par rapport au niveau, vu que durant cette année, nous avons fait beaucoup de compétitions de beach volley, que ce soit des Open et des Challenges, mais cette fois-ci, avec le championnat national, les athlètes sont plus aguerris et viendront pour discuter le trophée. La deuxième édition du championnat national de beach volley en dames et messieurs se déroule du 28 au 1er décembre 2025 au stade du 26 mars. En football, championnat national de Ligue 1 professionnelle du Mali, débuté hier vendredi, la deuxième journée se poursuit ce samedi. 3 matchs sont au programme. 11 créateurs à Estral de Bamako au stade Mamadou Konaté, US Bouba Afrique Football Elite AFE au stade Wenzen Koulibaly et US Bougouni FC Diara au stade Moussa Diakité Itua de Bougouni. Les 3 rencontres débutent à 16h GMT. En ouverture, hier vendredi, l'USFAS s'est imposé 2-0 face à l'AS Bakaridian de Baraouli. Le FC Malikoura s'est incliné 1-0 devant Binga FC. Les matchs Djoluba AC Derby Academy et Stade Malais de Bamako, association sportive de Kouroufina, sont programmés pour le 17 décembre 2025. Compétition africaine des clubs, le Stade malien de Bamako et le Djoluba AC jouent demain dimanche. En Ligue des champions de la CAF, le Stade malien reçoit Simba Sporting Club de Tanzanie au compte de la deuxième journée dans le groupe D. Lors de la journée inaugurale, le Stade malien a ramené un précieux point de son déplacement à Tunis 0-0 contre l'Espérance sportive, tandis que Simba s'est incliné 1-0 à domicile devant Petro Luanda d'Angola. En Coupe de la Confédération, dans le groupe A, le Djoluba AC est en Côte d'Ivoire pour jouer contre le FC San Pedro. Les deux formations ont perdu lors de leur première sortie. Le Djoluba à domicile 1-0 contre Olympique Club de Safi du Maroc et San Pedro à l'extérieur chez l'USM Alger par 3-2. African Open de judo, Abidjan 2025, la Malienne Fatimata Touré a décroché la médaille d'or pour le Mali. Ce vendredi 28 novembre 2025, elle a dominé en finale la Guinéenne Makissa Conté dans la catégorie des moins de 70 kg. Toujours hier vendredi, un autre Malien s'est illustré. Mahamadou Doukara a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 81 kg. En finale, il s'est incliné face au Camerounais Ngaye Yohan Djessi. La 13e édition de la nuit de l'association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, se tient ce 29 novembre 2025 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Un événement annuel traditionnel qui célèbre le journalisme sportif au Mali. Contrairement aux éditions précédentes, la 13e édition n'organisera pas de concours. Elle se concentrera sur la convivialité et le rassemblement des confrères. La soirée accueillera de nombreuses personnalités du monde des médias et du sport. L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, son Excellence Driss Isbahen, est l'invité d'honneur. Kigali, la capitale rwandaise, accueille également ce samedi 29 novembre 2025 la cérémonie des Africa Cycling Excellence Awards, un rendez-vous qui récompense les athlètes les plus brillants du cyclisme continental. Tchemogo Djamoutene figure parmi les 3 finalistes dans la catégorie amateur. L'aigle cycliste est en lice aux côtés de l'étalon burkinabé Paul Domon et du sud-africain Blaine Kick. Ces distinctions, décernées par le comité d'organisation et la Confédération africaine de cyclisme, visent à valoriser les performances réalisées au cours de la saison écoulée et à encourager l'excellence sur les routes africaines. Dans la catégorie élite homme, Binyam Girmay par favori. L'Érythréen s'est déjà vu lauréat du prix en 2020, 2021, 2022 et 2024. Vainqueur d'étape sur le Tour de France, il est devenu un véritable ambassadeur du cyclisme africain. Dans la catégorie élite femme, Kim Lecour Pinard apparaît comme la grande favorite du jury. La Mauritanienne de 29 ans traverse la période la plus brillante de sa carrière, forte notamment de ses victoires à Liège-Bastogne-Liège 2025, d'une étape au Giro d'Italie Femmes 2024 et d'un succès retentissant sur le Tour de France Femmes 2025 où elle est devenue la première africaine à porter le maillot jaune. Page Mali Culture 2025. Le rendez-vous annuel, c'est bien à Tombouctou à partir du 18 décembre pour la biennale artistique et culturelle. Mais d'ici là, on parle des travaux de crépissage annuel de la mosquée de Sankouré qui ont été effectués sur le leader de la corporation des maçons de Tombouctou avec l'accompagnement de la population et des services en charge de la sauvegarde du patrimoine culturel. Cette activité culturelle a mobilisé l'ensemble des couches sociales de la ville autour de l'édifice. On fait le point avec Najim Baba Sissé. Après le crépissage de la mosquée de Djingareber, à l'occasion de son 700e anniversaire, célébré le 12 octobre dernier, c'est au tour de la mosquée de Sankouré de bénéficier des travaux d'entretien menés par la population sous la houlette de la confrérie traditionnelle des maçons de Tombouctou. Ce moment est non seulement une phase de labeur, mais aussi une grande célébration d'un héritage culturel et spirituel d'une immense richesse. Al-Boukari Ben Essayouti,
chef de la mission culturelle de Tombouctou. Le crépissage, ça se fait de façon périodique. C'est quand le maçon de la mosquée, parce que chaque mosquée dispose d'un maçon attitré, que quand ce maçon et tous ceux qui l'entourent, notamment les familles affiliées, constatent l'état de dégradation, qu'en concertation avec l'imam de la mosquée, avec le comité de gestion de la mosquée, ils décident d'un crépissage. Donc c'est suivi de plusieurs annonces au cours desquelles on demande aux populations d'apporter leur contribution. Ça peut être en espèces, de l'argent, et c'est beaucoup en nature. Il y en a qui amènent de la terre, de la pierre à l'or, des bois de rognier, des nattes végétales. Et quand il y en a suffisamment, de commun accord, on décide de faire ça un dimanche. Pourquoi c'est dimanche? Le dimanche, ça date de l'époque coloniale. Parce que c'est le dimanche où personne ne travaille, où tout le monde est disponible pour venir donc faire ce travail. Almoudou Banyabadou, membre de la confrérie des maçons traditionnels de Tombouctou. Vraiment, le travail avance très bien. Ce que nous on souhaitait faire, on a même dépassé ce qu'on a souhaité faire avant midi. Hein. Parce qu'avec le tas d'ouvriers qu'on a sensibilisés, ils sont tous présents ici au niveau de la mosquée. Et ça, c'est quelque chose que ça se voit. La population qui est là, la plupart c'est des maçons et des aides-maçons. En l'espace de 3 heures, la mosquée arbore déjà un nouveau visage. Cette activité communautaire est parfaitement organisée et chaque acteur impliqué dans la préservation de l'édifice s'emploie à remplir son rôle. Mohamed Bagno, membre de l'association des responsables des mausolées et mosquées de Tombouctou. Je suis très content, d'autant plus que d'ailleurs notre association est une association qui œuvre dans la conservation, la restauration des bâtiments protégés. Donc cette cérémonie de ce matin qui réunit toute la communauté avec le leadership de la confrérie des maçons, c'est une occasion pour nous d'apporter notre soutien, notre apport aux travaux pour la réussite. Et d'ailleurs, je suis très content de voir toute la communauté tombouctienne sortir pour faire ces travaux. La mobilisation est saluée par les responsables du lieu de culte. Mohamed El Mokhtar Sissé, substitut de l'imam de la mosquée de Sankoré. Les femmes, les jeunes, les vieux, la corporation des maçons et l'ensemble des jeunes de Tombouctou sont avec nous. Ils apportent le bako, ils apportent de l'eau, etc. Donc les travaux sont en train d'être effectués avec satisfaction. Édifiée entre 1325 et 1433, cette majestueuse infrastructure architecturale aura été construite par une femme restée anonyme. La mosquée a été édifiée par une femme venue de Mauritanie, précisément de Walata, et qui a consacré une partie de sa fortune à l'édification de cette mosquée sur cette place. Vous voyez, c'est juché sur une sorte de promontoire, sur une élévation. Donc il fallait, à l'époque il n'y avait ni micro ni haut-parleur, et il fallait trouver un endroit élevé où l'appel du muezzin pouvait être entendu de très loin. En ravivant ainsi les murs de Sankoré, c'est bien plus qu'un bâtiment que les habitants restaurent. C'est une mémoire vivante qu'ils renforcent, une fierté qu'ils partagent et un héritage qu'ils transmettent, geste après geste, aux générations à venir. Tombouctou Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. 9h30 pile, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours d'Alma Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badi Touré, réalisation Adam Maïga, coordination éditoriale Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Maliche. Au revoir.